Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur Nuria TV, je suis Guillaume et nous voici de retour pour cette seconde émission spéciale témoignage extraordinaire à l'occasion de l'anniversaire des 5 ans de Nuria TV. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir et j'ai encore plein de témoignages de nos intervenants à partager avec vous. Je vous propose que nous commencions tout de suite avec notre ami Romain Priou qui depuis le Mexique nous raconte une histoire extraordinaire en lien avec la magie de la forêt de Brocéliande. Hello, salut les Nuréens, comment ça va? Bah écoutez, moi ça va en tout cas, je suis en vacances au Mexique, je suis arrivé il y a 3 jours. Voilà, je vous présente la pyramide de Kukulkan sur le site de Mayapan, qui est un peu moins connu que le site de Chichen Itza, qui est donc voilà, la pyramide ici, c'est la réplique et la miniature de la grande pyramide plus connue à Chichen Itza notamment. Je me disais que ça pouvait être sympa pour faire cette vidéo et de livrer mon témoignage extraordinaire à vous autres. Merci à Guillaume et Nora aussi pour cette initiative que je trouve géniale. Voilà, donc mon témoignage commence il y a donc 12 ans, c'était en 2009, pardon. Fin décembre, j'étais en vacances chez mes parents, donc entre Noël et Nouvel An, mes parents habitent en Bretagne, à 20 km de la forêt de Brocéliande, et j'entendais depuis quelques semaines, va en forêt de Brocéliande, va en forêt de Brocéliande, ça revenait vraiment régulièrement, je n'y vais jamais, j'avais dû y aller 2 ou 3 fois maximum dans ma vie, et là vraiment ça devient fort, donc ok, je me décide à y aller, je demande à un de mes frères de m'accompagner, on arrive en forêt, on fait notre petite balade de 2 heures. Il y avait c'était un peu étrange parce qu'il avait plu la veille et le jour même, donc il y avait beaucoup de volutes blanches, vous voyez, qui ressortent, la vapeur d'eau qui s'évapore des arbres et de la forêt, sans vent. Il n'y avait pas un bruit, c'était tout calme, un peu mystique comme ambiance, très agréable. On finit notre tour par un dolmen, je me souviens plus du nom. Enfin, c'est un dolmen où il y a encore les pierres sur les côtés, mais la pierre au-dessus, la pierre plate qui ferme le dolmen, en fait, a disparu. On passe devant, on regarde, on fait 20-30 mètres de plus, qui c'est une impasse, donc il faut qu'on revienne sur nos pas. Et au moment où on revient, il y a deux gars en fait qui ont déjà investi le dolmen, dont un, en fait, il a comme un compas devant lui pour mesurer les tobovis avec son pendule, donc il est là en train de mesurer, et son compère est dans le dolmen en train de toucher les pierres et de marmonner des choses, donc super étonnant. Je demande au gars s'il est géobiologue, il me dit oui, et donc il est en train de mesurer le taux du dolmen, et il nous explique que les touristes quand ils arrivent et qu'ils touchent les pierres, en fait, ils envoient leur énergie et ils désactivent en fait le site en tant que tel, puisqu'il avait a priori la vocation de générer comment, de permettre aux Celtes, ou en tout cas aux humains de l'époque, de vivre des initiations d'état modifié de conscience en s'allongeant sous le dolmen. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'il nous raconte. Et il nous montre également que chaque dolmen, comme ça, a une pierre d'activation qui se situe à 10-15 mètres du dolmen. Donc, il nous montre où elle est. Et donc il nous explique que donc ça doit faire 5 cm, c'est juste en dessous l'herbe, en fait on la voit pas de l'extérieur, mais à l'époque on la voyait bien évidemment, et l'idée c'est que il fallait se mettre pieds joints sur la pierre, demander au gardien, donc chaque dolmen, chaque site mégalithique possède son gardien, et l'idée c'est de demander dans l'intention de rentrer dans le site avec respect, et donc d'avoir l'intention de vivre quelque chose de spirituel, attendre la réponse du gardien, rentrer et ensuite vivre l'expérience. Donc effectivement aujourd'hui c'est pas du tout comme ça se passe, personne ne sait comment ça fonctionne et ils nous proposent de nous montrer comment ils vont réactiver le lieu, de leur donner son énergie d'origine. Alors il nous dit qu'en plus le site a dû être construit 4400 et quelques, enfin en tout cas il nous donne une date très précise, 4437, quelque chose avant Jésus-Christ. Euh, donc déjà comme ça, tac, il a la date, il nous explique qu'il est clairvoyant, que son pote est clairaudient, qui sont thérapeutes, en même temps des géobiologues. On apprendra par la suite qui sont en plus prêtres exorcistes. Enfin voilà la totale. Ok, bah ouais, fais ton rituel, on te regarde, donc il commence à incanter dans une langue vraiment inconnue, enfin c'est très guttural,
Bon, je sais pas d'où ça venait. Il nous a dit que c'était un mélange de celte et de langue du Nord. Donc ça dure quelques minutes et son pote est à l'intérieur en train de toucher les pierres pendant que l'autre il chante. En fait, c'était un chant. Il reprend son carnet, son pendule, il nous montre que le taux bovis a largement augmenté, vraiment exponentiel même. Et il nous demande de rentrer dedans pour voir si on ressent quelque chose. Alors on n'avait pas été avant, hein, donc on peut pas faire la comparaison, mais voilà. Donc je rentre et en fait ça me tape dans le crâne tellement fort que je suis sorti. Vraiment. Mon frère, pareil, ça lui a fait un effet assez fort. On est ressorti tout de suite. Donc au moment où il sort, lui en plus, il voit une biche là à 50 mètres de nous qui s'en va. Et le gars qui avait le pendule nous dit ah bah, c'est Cernunnos qui nous dit bonjour. Cernunnos, le dieu celte de la nature, le cerf avec les grandes cornes. C'est pas ça le témoignage extraordinaire, hein. C'est vraiment, ça vient, là c'est la mise en bouche. Et donc on sympathise et ils nous disent qu'ils vont vers un dolmen pour faire la même chose et ils nous demandent si ça nous dit de les accompagner. Ah bah carrément que ça nous dit de vous accompagner. On sympathise, là j'apprends qu'ils habitaient Dole dans Franche-Comté, donc moi j'habite à Montbéliard, on était donc à 1 h 30 de voisins en fait en Franche-Comté et on se retrouve en forêt de Brocéliande à 800 km de là. On arrive à l'autre dolmen, donc même topo, ils refont leur rituel d'activation des pierres du site, en étant allé au préalable voir la pierre d'activation qui se trouvait à 15 mètres, voilà, pareil, sous les herbes, faire l'intention, demander au gardien de pouvoir rentrer. Donc là, le dolmen, lui, il y avait encore la pierre qui existait, qui est censée être au-dessus, mais qui était tombée sur le côté. Et le bassin formé par le reste des pierres, en fait, était hermétique. Du coup, comme il avait plu la veille, on devait y avoir, je sais pas, 30-40 cm d'eau, en fait, dans le bassin. Et là, ils nous proposent une expérience, ils nous disent que vous voulez qu'on dise bonjour à l'eau et qu'elle nous réponde bonjour également. Comment? Qu'est-ce que t'as dit? Tu veux qu'on dise bonjour à l'eau? Il dit oui, oui, vous allez voir. Donc il se met à un des côtés du bassin, en mettant ses mains sur chaque pierre d'angle, chacune des pierres d'angle. Il me dit de faire pareil en face de lui. Il dit bah tu te centres en fait. Tu penses à rien d'autre qu'à dire bonjour à l'eau, ferme les yeux, laisse venir. Ok. Donc bah écoute, je laisse venir, je mets mes mains et là il me dit tu peux ouvrir tes yeux. J'ouvre mes yeux et là je vois l'eau. Alors il pleuvait pas, hein, il n'y avait pas de vent, l'eau était complètement plate et il n'y avait rien en fait. Elle était juste calme. Et là, ça commence à bouillir, comme si ça bouillait, en fait, tac, 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 ploup, 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 mais partout, partout, partout dans le bassin. L'eau se met à réagir, et puis en plus quelque chose comme si c'était très joyeux, ouais, très vivant. Et il nous dit, bah regarde, voilà, l'eau, elle est en train de te dire bonjour, vraiment, c'était incroyable, c'est un truc génial, quoi. Et ce qui était encore plus génial, c'est que mon frère étant là, il lui a dit, bah viens, prends la place de ton frère, et on va faire la même expérience pour valider. Vous voyez, c'est vraiment pour montrer que, et bah, si mon frère veut laisser un commentaire en dessous de la vidéo, comme ça permettra aussi aux gens de constater que c'est pas quelque chose qui est venu comme ça, qui est sorti de ma tête, hein. On a vraiment vécu quelque chose de fort en fait, on ne sait pas ce qui se passe réellement. Le lien entre les mains, les vibrations du corps humain, et puis le contact avec l'eau en lui demandant de réagir, enfin en étant deux humains face à face à travers les pierres, enfin voilà, je ne sais pas exactement ce qui se passe, mais en tout cas, l'eau a réagi et mon frère a fait la même chose. Il a fermé les yeux, il s'est centré, il a laissé venir. Alors moi j'avais 30 ans à l'époque, lui il en avait 20. Et moi j'avais déjà vécu quelques petites expériences chamaniques diverses et variées, donc j'avais déjà des connaissances sur le sujet, lui même beaucoup moins. Donc c'était encore plus extraordinaire pour lui. Voilà, donc l'eau a réagi également pour lui, enfin vraiment quelque chose bah, ouais, d'assez incroyable à vivre et donc à raconter et à partager. J'ai déjà raconté à quelques amis ou des gens de ma famille, mais voilà, là j'avais envie de le partager avec vous les Nuréens. Encore bon anniversaire à Nuréa et à très bientôt pour une prochaine émission. Au revoir. Dans la prochaine vidéo, Geneviève Delpech a gentiment accepté de partager avec nous l'histoire incroyable d'une apparition mariale qui a eu lieu dans une église copte au Caire à la fin des années 80. Bonsoir belle Nora, bonsoir Guillaume, bonsoir tous les Noréens. Bon anniversaire Noréa TV et je suis flattée que vous m'ayez contacté pour que
je témoigne pour ce moment important pour vous, qui est donc l'anniversaire de votre belle émission. Alors bien sûr, il m'a fallu un petit peu de temps avant de choisir l'histoire que je vais vous raconter, parce que ma vie est, est faite de choses complètement dites irrationnelles, qu'on comprendra sûrement un jour. Mais il me fallait trouver une histoire belle pour un anniversaire, qui finit bien et qui puisse toucher tout le monde, ceux qui sont complètement convaincus aux choses, qu'il y a d'autres dimensions et qu'on ne comprend pas tout, et ceux qui doutent encore. Alors voilà, il y a déjà quelques années de cela, j'ai dit à Michel, mon mari, écoute Michel, de par ton métier, tu voyages partout dans le monde, on voyage beaucoup. Est-ce que tu te rends compte que tes parents n'ont jamais voyagé, n'ont jamais pris l'avion? Est-ce que tu penses pas que ce serait sympa de leur offrir un beau voyage? Alors, on en parle à ses parents, qui évidemment étaient fous de joie, qui en revenaient pas, qui étaient contents. Et mon beau-père rêvait de connaître l'Afrique. Alors, ceci dit, tout de suite, on s'est occupé, Michel et moi, de prendre des billets d'avion, de réserver un hôtel pour un séjour là-bas, etc. Tout, enfin, ce que vous imaginez pour partir une dizaine de jours à 4 en Afrique. On devait partir 15 jours. Mes beaux-parents s'achètent des vêtements pour les grosses chaleurs. Ils étaient heureux comme des enfants devant un arbre de Noël. Malheureusement, quelques jours avant de partir donc en Afrique, on devait partir au Sénégal, très exactement, au Cap Skirring exactement. Michel me dit, écoute, mauvaise nouvelle, il faut que je retourne en studio. Il était sur le point de sortir un nouvel album. Là, ça ne va pas. Il faut refaire les voix, faut refaire les mixages, ça va pas. On peut pas partir dans 48 heures. Bon, il a fallu annoncer ça à ses parents. Et on leur a promis que de toute façon, on les amènerait faire un beau voyage avec nous le plus vite possible. Entre-temps, Michel a eu un appel d'une amie qui est responsable d'une agence de voyage. Enfin bon, elle s'occupe de longs voyages et de voyages assez luxueux. Elle appelle Michel en disant « ça vous dirait d'aller au Caire ?» parce que dans un mois, j'ai une invitation pour je sais plus quel événement et vous pouvez y aller à deux, mais ce sera dans un palace. Enfin bon, toutes les conditions de rêve quoi quand on voyage et qui ne sont quand même pas données à tout le monde. Alors Michel m'en parle le soir et il me dit écoute. Voilà ce qu'on me propose dans un mois, au lieu de partir dans 48 heures au Sénégal, comme on peut pas y aller. J'annule tout et on nous propose ça. Donc on en parle à mes beaux-parents qui sont ravis, qui se disent oh ben on va monter sur des chameaux, on va voir les pyramides. Eux ça leur était égal en fait. L'essentiel pour eux c'est de prendre l'avion et de faire un beau voyage et aller à l'étranger, chose qu'ils n'avaient jamais faite. Il faut vous dire quand même, et il n'y a pas de hasard, que à peu près un mois avant, Michel et moi, nous nous étions convertis à l'église copte orthodoxe, qui est la plus vieille église du monde chrétienne et qui a évidemment son siège au Caire, mais qui est une église très pauvre. C'est pour ça aussi que nous l'avons choisie, parce que nous étions amis aussi avec les deux évêques qui représentaient l'église copte en France. Et donc, on s'est dit, c'est quand même pas banal, ça, on vient de se convertir à l'église copte orthodoxe et on nous propose d'aller au Caire. Ben voilà, c'est un petit signe de l'univers et puis on part au Caire. Nous voilà arrivés au Caire. Le lendemain matin, après notre arrivée, on nous sert un petit déjeuner dans la chambre, on déjeunait sur la terrasse, etc. Les beaux-parents étaient heureux comme tout. Je vois sur le plateau un journal et il y avait un petit encart écrit en anglais sur la gauche, tout petit encart qui disait « La Vierge est apparue hier soir encore à Zaïtoun sur l'église de Choubra, à Zaïtoun. »
ou l'église de Zaytoun à Choubra, pardon. Moi, je me dis, mais c'est extraordinaire, on va aller là. Donc, je suis comme une folle. Je dis, Michel, est-ce que tu te rends compte? La Vierge est apparue à Choubra, dans l'église de Zaytoun, et ça fait des années qu'elle n'était pas réapparue. Il y a eu des photos d'elle au-dessus du dôme de l'église, du toit de l'église. Enfin, c'était un événement qui était connu dans le monde entier, hein, mais qui s'était pas passé depuis longtemps. Michel me dit, mais comment y aller? On va se renseigner. Et malheureusement, comme Choubra est le quartier le plus pauvre du Caire, mais aussi le plus dangereux, parce que les chrétiens là-bas sont complètement martyrisés et tués régulièrement. Donc, on ne trouve pas. On a cherché pendant des heures un guide qui nous mènerait. On a demandé à l'hôtel, il n'en était pas question. On ne voulait pas montrer aux touristes cette partie du Caire, qui était à l'opposé en plus de l'endroit où nous étions. Et on a fini par trouver dans la rue un jeune homme qui accepte de nous y amener contre quelques dollars. Et là, on arrive dans une église, dans un endroit, l'église n'a pas la forme d'une église en forme de croix comme toutes les églises traditionnelles. C'est une sorte de dôme. Bon, maintenant, peut-être qu'il y a eu des travaux depuis, je ne sais pas. Mais à l'époque, c'était un dôme. Juste, c'était une immense coupole avec des colonnes autour qui soutenaient la coupole. Avec des murs aussi, bien sûr, on ne rentrait pas de tous les côtés. Et là, des chrétiens d'Orient, des chrétiens égyptiens, par milliers, assis, allongés sur le sol de cette église, donc impossible d'y pénétrer de toute façon, et les gens étaient même à l'extérieur, mais alors ça faisait des mètres et des mètres de corps, de gens assis, debout, allongés, qui restaient là jour et nuit pour attendre une nouvelle apparition de la Vierge. Alors Michel me dit avec le guide, c'est dommage, mais on va pas pouvoir aller dans l'église, on verra rien, c'est pas possible. Et tout d'un coup, on était à l'extérieur, mais on voyait de l'immense ouverture face à l'entrée de l'église, donc l'ouverture qui consistait à l'entrée de l'église, on voyait ce qui se passait à l'intérieur. Et tout d'un coup, on voit un cône de fumée blanc bleuté qui descendait du haut du toit de l'église, donc de ce dôme, à l'intérieur, hein, jusqu'au sol en devenant de plus en plus grand, comme un cône, vous voyez, un cône de glace à l'envers. Et ça tournait, la fumée tournait toute blanche, et à l'intérieur de cette fumée, très distinctement, on voyait poser au sol, enfin pas poser au sol, mais à ras du sol, une silhouette bleue. Je peux pas dire que j'ai vu la Vierge, j'ai pas vu les traits, j'ai pas vu, mais c'était visiblement la silhouette de la Vierge, et qui était entourée de cette tornade de fumée blanche. Et autour de cette tornade, il y avait des oiseaux blancs qui volaient. Alors Michel et notre guide nous dit, mais il doit y avoir une ouverture en haut dans le dôme et quelqu'un envoie de la fumée, c'est pas possible. Et là, à ce moment-là, je n'ai pas compris ce qui m'arrivait. Un homme m'a prise sous les bras, m'a soulevée, m'a enjambé. En fait, je sais même pas comment il a fait pour arriver sous le dôme de l'église, mais très certainement il a enjambé ces centaines de corps, et je me suis retrouvée sous le dôme, et il me dit en anglais, regarde ce que tu vois et va le dire à ton peuple. À ce moment-là, je lève la tête et je vois en haut du dôme, là, d'où venait ce cône de fumée, qu'il n'y avait aucune ouverture. En revanche, il y avait un immense Christ peint, et avec le cœur, vous savez, du Christ, qu'on voyait le Sacré-Cœur, le cœur du Christ dessiné dans son portrait, et il y avait le cœur apparent, et du cœur, de ce cœur-là, sortait cette fumée blanche. Et moi, évidemment, ma première réaction, c'était d'y croire. Je ne pouvais pas ne pas y croire. À l'époque, mon fils aîné, qui s'appelle Pierre, avait un souffle au cœur. Et évidemment, les médecins m'avaient dit, un souffle anorganique du cœur, m'avaient dit, écoutez, il faudra surveiller quand même. Il était un peu rond, il ne pouvait pas courir, il ne pouvait pas faire de sport, il s'essoufflait tout de suite.
Et moi, comme toutes les mamans du monde, j'ai dit: «Marie, s'il vous plaît, sauvez mon petit garçon, faites qu'il n'ait plus son souffle au cœur». Ça a duré, je ne saurais pas vous dire combien de temps. Je sais pas, parce que les gens criaient, pleuraient, priaient, appelaient Marie. Enfin, c'était complètement surréaliste et fou et très, très oriental comme ambiance, vous voyez. Mais c'était magnifique. Et le monsieur m'a ramené en me prenant sous les épaules près de Michel. Je sais pas qui est cet homme, j'ai jamais compris ce qui s'était passé. Michel me dit: qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as vu? Et là, je lui dis: écoute, il n'y a aucune ouverture. Il y a le Christ qui est peint et du cœur du Christ sort cette fumée. La fumée s'est arrêtée. Nous sommes rentrés à l'hôtel, complètement bouleversés, etc. J'ai voulu y retourner le lendemain, personne n'a voulu nous y accompagner. Et puis les jours ont passé, nous sommes rentrés à Paris. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable. C'était dans les années 89, quelque chose comme ça. Et il n'y avait pas encore, nous n'en avions pas. Et ce que j'ai fait en arrivant, bien sûr, j'ai couru dans le salon, je me souviens. J'ai pris le téléphone fixe que nous avions dans le salon pour appeler le papa de mon fils. Mes deux aînés sont d'un premier mariage. Et je lui dis: voilà, je suis rentrée, je viens chercher les enfants demain, etc. Comment vont-ils? Et il me dit: ils vont bien. Pierre a eu une angine, donc mon fils qui a un souffle au cœur. Et quand un petit garçon qui a un souffle au cœur important a une angine, c'est dangereux pour le cœur, on fait souvent des examens après. Et il me dit ceci: ah, au fait, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer, il n'a plus son souffle au cœur. Donc, certains diront que c'est une coïncidence, d'autres que c'est le hasard. Mais le hasard, si c'est le hasard, il fait bien les choses. Parce que nous nous sommes convertis à l'église copte orthodoxe. Un mois après, nous devions partir au Sénégal. On s'est retrouvés presque par la force des choses au Caire. Et ce jour-là, quand nous étions au Caire, pour la première fois depuis peut-être 20 ans, la Vierge réapparaît dans le quartier le plus pauvre du Caire. Quand je vous dis pauvre, c'est très pauvre, Choubra. Nous y sommes allés, nous avons vu ce que je vous dis, et mon petit garçon a guéri de son souffle au cœur. Voilà une belle histoire, je crois, hein. J'en aurais beaucoup d'autres à vous raconter. Celle-là est particulièrement forte, particulièrement belle, et pour un anniversaire, je trouve que c'est canon. Je vous embrasse tous les Nuréens, Nora, Guillaume, que j'aime énormément, et je vous souhaite encore un Happy Birthday. C'est à nouveau un membre de la team Modo Nurea TV qui a accepté de nous livrer son témoignage. Cette fois-ci, Michael nous parle d'une observation OVNI, une observation effectuée en août 2019 du côté de l'Ardèche. Bonsoir à tous, bon anniversaire Nurea, 5 ans, c'est pas rien, et à 5 ans de plus. Hein. Je vais vous parler d'un témoignage UFO qui m'est arrivé en 2019. Juste pour info, le premier que j'ai vu c'était en mai 2017 et j'étais avec un pote et ça a ses avantages parce que voilà, quand on est deux c'est un peu mieux. Là j'étais seul, c'était en août 2019, ça devait faire 16 heures à peu près. J'étais en Ardèche, à Burzet, donc c'est dans le nord Ardèche et j'allais pour me baigner à la rivière nommée la Bourge. Et je pose mon scooter vers un pont qu'on peut voir sur Google Maps encore, au lieu dit le Verdier. Il y avait du monde, 40, 50 personnes, des enfants qui jouaient dans l'eau, enfin vous voyez, l'ambiance quoi, tout à fait normal. Et j'ai pas le temps de sortir mes affaires qu'en fait là j'entends un bruit énorme, mais du genre très sec, soudain quoi, je veux dire, et qui dure 2-3 secondes, et enfin, juste le temps de regarder en l'air et puis de rien voir et il s'arrête quoi. Et le bruit, c'était un truc mécanique, c'était pas. C'est comme si moi j'avais l'impression d'entendre un avion qui tombe dessus, un avion ou un tracteur ou un truc comme ça, mais vraiment fort. Donc ça arrive une première fois, je lève les yeux au ciel, rien, et le bruit s'arrête. Bon, je j'ai pas le temps de faire quoi que ce soit d'autre que ça recommence. Je regarde à un autre endroit, idem, ça se coupe. Ça a fait ça 4 fois.
jusqu'à ce que je regarde en fait du côté est, où là je vois un point lumineux qui se déplaçait de gauche à droite. Donc vu que le verdier était bien axé sur nord-sud, ça devait être enfin, ce point lumineux qui restait tout le temps de la même taille, allait de gauche à droite, donc nord-sud. Et vu que c'était pas la première fois que j'en ai vu un, et que j'ai pris en photo, etc., j'ai tout de suite le réflexe de prendre mon téléphone. Je voulais filmer, mais comme un abruti, j'appuie sur photo. Bon, en soi, on pourrait dire c'est pas bien grave, mais si, parce qu'en fait, le temps que je fasse marche arrière sur l'écran de l'ordinateur, du téléphone, pardon, ça prend quelques secondes. Bon, bah là, l'objet, il est plus de gauche à droite, il est de droite à gauche, mais en profondeur, parce que quand je l'ai filmé, du coup, derrière, ça a duré 1 minute 20, 1 minute 23, 30, je sais plus. Euh, on voit qu'il rapetissait, donc je pense qu'il est enfin, direction sud, nord-est. Direction Marcol des Eaux, Bachin-Raphaël, Saint-Pierreville, etc. Mézillac. Là, dans cette affaire, en fait, parce que en soi, ce qu'il y a sur la vidéo ou la photo, c'est pas vraiment extraordinaire, quoi. Il y a rien de spécial. Bon, à part que voilà, c'est un point lumineux. Et puis, bon, je connais l'endroit depuis que j'ai 11 ans. À force, c'est comme pour chez vous, hein. Quand vous voyez l'horizon, vous savez ce qu'il y a en jour, fin de journée. Donc la nuit, c'est pareil. Donc, on sait ce qu'il y a dans les hauteurs, etc. L'espace, quoi. Donc ça pouvait pas être, c'était pas un avion, il n'y avait pas d'aile, c'est sûr. Ça aurait pu être un ballon sonde. Ok. Pourquoi il aurait dit, enfin, il aurait fait ce truc-là de changer de direction comme ça. Mais bon, peut-être. Un drone militaire, ouais. Un hélicoptère, ouais. Même si ça fait sacrément gros. Un drone comme nous on a, je pense pas. Enfin bon, basta. Pour les explications, chacun se fera son avis. Il y a la vidéo. Par contre, ce qui est étrange, c'est cette histoire de bruit. Parce que c'était vraiment fort, au point où, oui, il a fallu que, enfin, ça m'a fait lever les yeux au ciel, quoi, pour chercher d'où ça venait. Et le bruit s'est arrêté au moment où je suis tombé dessus. Et ça s'est reproduit 4 fois, donc ça peut durer, je sais pas, 15-20 secondes, les bruits, où ça arrive, ça repart. Et au moment où je le vois, c'est pareil, comme je l'ai expliqué, le temps de prendre mon téléphone, etc., ça a duré 10-15 secondes, 20 secondes. Et là, il n'y avait plus eu de bruit. C'était vraiment pour que je le voie. Et ceux qui étaient autour de moi, les gens, parce qu'il y en avait qui étaient très proches, hein, 2 mètres, il y en a pas un qui a bronché. Je suis sûr qu'il y en a, ils se faisaient taper, ils tapaient la bronzette, ils étaient assis allongés dans l'herbe et tout. Non, non. Enfin, personne n'habitait quoi que ce soit, quoi. Du coup, si j'avais pu enregistrer le son, oui, ça aurait été cool, mais moi je pense que le son n'était pas entendable. Parce que les gens qui étaient autour de moi, avec la psychose qui existe autour de bon, bah, tout ce qui est attaque, etc., depuis plusieurs années, je pense que les gens, ils auraient quand même réagi, quoi. Je veux dire, ouais, ils tapent à bronzette, ils sont bien, peut-être même il y en a qui dorment, mais il y a des enfants, il y a tout. Donc quelqu'un aurait réagi. Voilà, tout le monde était normal, quoi, entre guillemets. Il y avait que moi qui était un petit peu surpris, mais bon. Enfin voilà, c'était mon témoignage du soir. Euh, L'apparition d'OVNI accompagnée d'un bruit qui, je suis quasiment sûr que je suis le seul à l'avoir entendu. Parce que 40, 50 personnes, ça fait du monde sur une petite plage, surtout là-bas. Sur la vidéo, au début, on n'entend rien. On voit que le truc. Alors, est-ce que j'ai mis mon doigt sur le micro? C'est possible. Mais à la fin, on entend les enfants qui jouent, etc. Enfin voilà. Encore une fois, bon anniversaire à tous les Numériennes et tous les Numériens. Merci Nora, Guillaume, pour ce que vous avez fait en 5 ans. Merci à tous les intervenants. Vous avez apporté chacun une petite pièce de puzzle qu'on doit reconstituer. Et puis, à 5, 10 ans de plus. Ok? Allez, ciao tout le monde. Ciao.
Ludovic Richet de la chaîne Arcana les mystères du monde a gentiment accepté de partager avec nous une anecdote, une expérience mystique survenue dans la forêt de Brocéliande il y a de cela une quinzaine d'années. Merci beaucoup Ludovic pour ton témoignage. Bonjour Guillaume, bonjour Nora et bonjour à tous les Nuréens. Alors, je viens aujourd'hui vous présenter un témoignage d'une expérience que l'on peut qualifier de mystique ou occulte éventuellement, qui m'est arrivée. Alors, comme vous le savez peut-être, je produis moi-même des vidéos et je traite l'histoire de l'ésotérisme et de l'occultisme, mais jamais, à aucun moment, je ne parle de mes expériences. Donc aujourd'hui, c'est une grande première si l'on peut dire. Alors évidemment, quand on s'intéresse et se passionne pour tous ces sujets, il est évident que un jour ou l'autre, on est amené à vivre des expériences inexplicables, ou du moins difficilement explicables, que l'on peut ranger dans la catégorie des phénomènes paranormaux ou autres. Alors bien sûr, le témoignage que je vais vous livrer aujourd'hui peut prendre un aspect parapsychologique à mon point de vue. Peut-être qu'il existe des explications, seulement je ne les connais pas et je n'ai pas les qualifications pour pouvoir interpréter scientifiquement cet événement. Je vais donc vous le raconter dans l'état et après, libre à vous d'interpréter comme il vous plaira bien entendu. Alors, c'était il y a maintenant quelques années, au moins une quinzaine d'années, puisque j'avais environ 20 ans, et je me promenais en forêt de Brocéliande avec mon meilleur ami. Et donc nous étions tous les deux passionnés par l'ésotérisme et tous les phénomènes qui pouvaient en découler, et donc pérégrinant en forêt de Brocéliande, nous décidons, la journée, nous étions à la fontaine de Barenton pour ceux qui connaissent, nous décidons de revenir le soir, non pas près de la fontaine, mais à un autre endroit, de nuit, dans la forêt. Donc, le soir venu, environ vers 23h, 23h30, nous partons en voiture, nous partons de notre gîte et nous nous rendons à Tréorenteux, qui est un petit village au sud de la forêt. Et nous marchons, après nous sortons de la voiture, nous marchons depuis le parking jusqu'au miroir au fée. Donc le miroir au fée, c'est un lieu célèbre de la forêt. On s'enfonce un petit peu par un chemin dans les profondeurs de la forêt. On arrive sur un lac où il y a de nombreuses légendes, d'où le nom, le miroir au fée, bien entendu. Et notamment dans ces légendes arthuriennes, on raconte que ce territoire, donc le miroir au fée et tout le chemin qui s'ensuit, serait donc le Val sans retour, un lieu légendaire de la légende arthurienne associé à la fée Morgane. D'après la légende, c'est ici que la magicienne des contes arthuriens piégeait les hommes infidèles, piégeait les chevaliers errants dans ce Val sans retour. Donc, tout naturellement, avec notre équipement d'apprentis de l'ésotérisme, si l'on peut dire, nous marchons dans ce Val sans retour, nous enfonçons dans la forêt. Alors, il ne faisait pas nuit noire, c'était une nuit alors pas tout à fait la pleine lune, mais on approchait de la pleine lune, on va dire, on était 4-5 jours avant la pleine lune. Donc, on s'enfonce dans le Val, et nous voilà de nuit à pratiquer ce que l'on peut appeler des incantations ou des sortes de prières mystiques dans le but d'entrer en contact avec la fée Morgane. Et évidemment, comme vous vous doutez, il ne s'est rien passé. Mais alors rien du tout. Si ce n'est qu'on a passé un très très bon moment, on est resté 2 bonnes heures dans la forêt, à boire quelques bières et à tenter nos invocations mystiques. Et nous voilà sur le chemin du retour dans cet échec le plus absolu. Donc nous ressortons du Val sans retour, donc vous imaginez comment c'est une forêt, il y a quand même un légendaire assez marqué. Je ne suis pas du genre trouillard, donc j'ai l'habitude de me promener de nuit dans des lieux insolites, peut-on dire. Mais bon, c'est toujours une ambiance un petit peu particulière, la forêt de Brocéliande. Alors du coup, nous sortons du Val, nous passons le miroir, et là, on sort de la forêt. Donc on sort de la forêt, on est sur un environnement un peu dégagé. On a le village au loin, le parking un petit peu avant, 2 champs sur les côtés avec des herbes absolument pas hautes, des cultures qui ne sont pas du tout hautes, puisqu'on était l'été et les moissons avaient eu lieu. Et puis derrière la forêt, donc sur un petit chemin légèrement goudronné, mais pas trop, qui est légèrement circulaire et qui va vers le parking. Et de là, moi et mon ami, on observe au loin une personne. Alors, de nuit, des personnes à Brocéliande, ça peut arriver. Mais là, c'était une femme probablement, enfin, aussi c'était une femme, on le saura après, de taille modeste, avec un bâton de randonnée, mais un bâton sculpté, un bâton en bois richement décoré. Je ne peux pas vous détailler les sculptures parce qu'il faisait nuit et je ne l'ai pas vu correctement, bien sûr, mais c'était un bâton pas simple, si je puis dire. Et chose particulière, cette personne, donc cheveux longs, avait des plumes dans les cheveux, des plumes type un peu, je vais dire chamanique, ou une coiffure faite avec des plumes notamment. Bon, très étrange. Et donc, évidemment, sur le bout du chemin, ça nous interpelle. On continue notre marche tout à fait naturellement. Et alors là, la chose qui est particulière, c'est qu'on n'en a pas parlé, mon ami et moi. On marche, mais on ne se parle pas. On voit cette femme qui arrive, et encore plus étrange,
plutôt que de passer d'un côté de mon ami ou de moi-même, elle passe entre nous deux. C'est nous, on ne s'est pas écarté, hein, comprenez, il y avait un léger espace entre nous deux, elle est passée entre nous deux, ce qui est quand même assez particulier, sans être... enfin, c'est bizarre sans être paranormal, bien sûr. Et de là, elle nous dit bonjour, donc voix féminine, et nous répondons bonjour. Bon. On marche, quelques secondes, 4, 5, et là, on se regarde avec mon ami, on se retourne. Personne. Personne. Alors comprenez, on était déjà rendu à une centaine de mètres de la forêt, on a une vue dégagée sur les deux champs chaque côté, les fossés ne sont pas profonds, et il ne fait pas une nuit noire. Pas une seule silhouette, pas une ombre, absolument personne. Je ne sais absolument pas où était passée cette personne. Donc nous étions deux, nous sommes tous les deux à l'avoir vue, nous sommes tous les deux à avoir dit bonjour, nous avons entendu le bonjour, elle a traversé entre nous deux, elle a continué son chemin. On se retourne, alors on a cherché, on a pérégriné, on est retourné au niveau du Val, on a fait le sentier dans tous les sens possibles. Je n'ai jamais revu cette personne. Alors, qu'a-t-on vu? Évidemment, on remet dans le contexte. Nous étions partis en forêt de Brocéliande pour tenter d'entrer en communication avec la fée Morgane. Alors on pourrait se dire, machinalement, eh bien oui, la fée Morgane nous est apparue sous la forme de cette personne, et elle s'est matérialisée, et elle se serait dématérialisée immédiatement après nous avoir croisés. Bon, pourquoi pas, après tout, tout est possible. Je n'ai aucune explication rationnelle à cet événement, il y a peut-être encore une fois une explication scientifique, mais je ne l'ai toujours pas saisie à ce jour, mais en tout cas je peux vous assurer que cette expérience m'a marqué, et c'est, comme je l'explique dans mes émissions habituellement, c'est ce qu'on appelle une expérience mystique. On a vécu quelque chose qu'on qualifie d'expérience mystique, même si elle a une explication rationnelle, hein, d'un autre côté, c'est tout à fait envisageable. Mais moi, je ne l'ai pas. Donc, vu que je ne l'ai pas, pour moi, ça prend l'aspect d'une expérience mystique, et par nature, c'est incommunicable. Je vous la raconte, vous n'êtes pas obligé de me croire. Mais cela, en fait, n'a aucune importance. Parce que moi, à titre personnel, je l'ai vécu. Donc, ça a une importance fondamentale pour moi. Après, ce que les autres en pensent, peu importe. Mais en tout cas, pour moi, c'était une de ces certitudes de l'existence de l'inconnu, de l'existence de l'au-delà, et d'une certaine forme de réalité. Sous quel aspect? Y a-t-il un rapport avec notre psyché, avec notre inconscient, avec tout un tas d'analyses psychologiques jungiennes? Je ne saurais vous dire. Mais dans tous les cas, c'est une des expériences mystiques qui m'est arrivée dans la vie, et il y en a eu de nombreux autres. Celle-ci a l'avantage de ne pas être trop terrifiante. Alors pour conclure, vu que nous étions encore dans la forêt de Brocéliande pendant les 2 jours qui suivaient, nous avons réarpenté la forêt de nuit, notamment dans le Val sans retour, et nous n'avons absolument rien vu. En revanche, dans d'autres lieux de la forêt, nous avons senti des émotions variables suivant les lieux, notamment des oppressions relativement fortes, la sensation d'être observé, la sensation d'être traqué et épié, notamment, pour citer les lieux, au tombeau du géant, et également sur le chemin menant à la forêt de Barenton, et inversement, d'autres lieux où on était plutôt dans une sorte de sérénité, de bienveillance, si l'on peut dire, du moins émotivement, notamment à la fontaine Barenton elle-même, hein, pas sur le chemin, et notamment au Val sans retour et au Miroir aux Fées. Donc, après tout, la forêt de Brocéliande a un imaginaire relativement riche, beaucoup de superstitions, de légendes, tout le folklore arthurien et mystique qui véhicule autour, et celtique peut-on dire aussi, et de plus nous étions, moi et mon ami bien sûr, en quête de l'occulte, donc nous étions dans un état de réceptivité à ce type de phénomène, ce qui peut en partie l'expliquer, mais après, nous n'avions pas consommé de drogue, nous n'avons pas bu d'alcool en quantité, nous n'étions pas du tout dans un état de fragilité mentale, si l'on peut dire. De plus, nous étions habitués à fréquenter des endroits nocturnes, et d'autres beaucoup plus glauques que la forêt de Brocéliande, bien entendu. Donc, sans pour autant avoir d'explication rationnelle à cet événement, je pense qu'il faut laisser la porte ouverte à l'imaginaire, la porte ouverte aux expériences mystiques. Peut-être que nous n'aurons pas la réponse immédiatement, peut-être qu'elle s'enrichira cette réponse avec les années, avec les possibilités, avec les expériences, etc. Mais je pense qu'il ne faut pas fermer la porte à l'invisible et aux multiples possibilités de ces expériences mystiques. Voici pour mon témoignage, merci à tous de m'avoir écouté, et aussi à Guillaume et Nora pour nous proposer ces excellentes émissions. Moi de mon côté, je vous retrouve bientôt sur ma chaîne pour d'autres expériences sur l'occulte et l'ésotérisme. A très bientôt. La prochaine histoire nous est racontée par notre ami Benjamin Léoto. Il nous livre une expérience vécue alors qu'il avait 7 ans lors d'un dîner familial. Benjamin refuse alors de s'installer à table, et à l'écoute de son témoignage, on comprend mieux pourquoi.
Bonjour à tous, c'est Benjamin Liotto. Alors je vais vous expliquer une de mes aventures, de ce qui m'est arrivé quand j'étais plus jeune. Il faut savoir que ce que je vais vous raconter m'a beaucoup aidé pour la recherche dans le monde énergétique et de m'apporter des réponses et aussi de me concentrer uniquement sur cette quête de logique, tout simplement. Alors, j'avais à l'âge de 7 ans, je vais vous expliquer ce qui m'est arrivé. Bon, il m'est arrivé beaucoup de choses de ce style, mais vraiment la chose la plus marquante et qui a été déterminante, en fait, qui m'est restée et où j'ai voulu vraiment trouver des réponses à ce qui s'est passé. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Donc, on était... alors, la date exacte, pour redire ça, je pourrais pas vous la redire. Je sais que j'avais 7 ans. C'était pendant un dîner de famille le soir. Alors imaginez-vous, il y a une table et on était tous conviés à manger en fait. Et c'était le moment où on devait s'asseoir. Alors je ne sais pas pourquoi, j'ai commencé à regarder l'ampoule qui était placée juste au-dessus de la table et je me suis dit non, je ne vais pas m'asseoir parce que je me suis dit cette ampoule va me tomber dessus. Alors j'ai dit non, je veux pas m'asseoir ici. Alors bon, mon père m'a dit non, tu n'as pas à choisir, tu vas t'asseoir là où je te le dis, tu vas t'asseoir à cette place. Et j'ai dit non, je ne veux pas m'asseoir ici. Je regardais l'ampoule, j'ai dit cette ampoule va me tomber dessus et me brûler l'œil, avec des détails très précis. Alors, les gens, enfin, je veux dire, mes parents m'ont regardé, ce qu'ils racontent, l'ampoule va te tomber dessus. Mon père me dit non, je veux rien savoir, tu vas t'asseoir ici. Et tu vas manger et tu n'as pas à choisir, tu t'assois ici. Donc, on mangeait une soupe, je m'en rappelle. Et je m'assois à l'endroit où, voilà. Quelques secondes après, qu'est-ce qui se passe? L'ampoule tombe, rebondit et en fait me brûle une partie de l'œil à cause de la chaleur de l'ampoule, parce qu'elle est allumée depuis un certain moment. Voilà, c'était tout, donc ça m'a aidé beaucoup après par la suite à trouver ces réponses de comment j'ai réussi à savoir que cette information allait se passer, comment j'avais eu l'information, à quoi elle pouvait correspondre, etc. Donc ça m'a beaucoup aidé en fait tout au long de mes années par la suite à revenir sur ce qui s'était passé dans ma jeunesse pour faire des investigations et comprendre et avoir des réponses, etc. Donc voilà, j'espère que cette histoire aura peut-être aussi servi de piste à certaines personnes. Si quelque chose de ce style vous est arrivé aussi, sachez que vous n'êtes pas seul. Donc voilà, je remercie Guillaume et Laura pour ce petit temps de partage et puis on se retrouvera très bientôt. Merci, au revoir. Pour le témoignage qui va suivre, Guy Faverdin revient pour nous sur une séance de Ouija assez incroyable en présence d'un illustre invité. Il nous raconte également les signes qui ont succédé à cette séance hors norme. Amis nuréens et nuréennes, bonjour. Je suis ravi que Guillaume et Nora aient pensé à moi pour m'inviter et fêter cet anniversaire de 5 ans de succès bien mérité. Je le remercie sincèrement. Et je vais vous parler, en ce qui concerne une histoire un petit peu particulière, d'une séance de Ouija que j'ai réalisée à la maison. Je suis passé 2 fois sur les ondes de Nurea pour parler de spiritisme, parce que je pratique l'écriture automatique, mais j'affectionne particulièrement le Ouija. C'est une séance qui a eu lieu à la maison avec une jeune fille nommée Émilie Vassé, qui est graphiste tatoueuse, et c'est la demoiselle qui a dessiné la première de couverture de mon 2e livre, Le spiritisme et ses messages d'amour, et qui a souhaité avoir une petite communication. Mais là où ça devient intéressant, c'est que s'est présenté à cette table, ce jour-là, en 2017, Salvador Dali, donc ce que l'on appelle une célébrité. Et c'est là où ça devient intéressant, parce que c'est en rapport avec le métier de Émilie Vassé. Il faut bien noter qu'il n'y avait pas eu de demande particulière pour qu'il y ait un artiste qui vienne se présenter. Et comme à chaque fois qu'il y a une célébrité
eh bien on se pose des questions parce qu'on se dit, ce que je me disais moi très longtemps, que ça allait être peut-être pris pour un coup marketing. Et en fait, pas du tout, parce que quand on passe par l'expérience et puis que on valide vraiment l'identité de l'intervenant, on s'aperçoit que l'au-delà est capable de beaucoup de prouesses. Concernant cette séance, donc, qui s'est déroulée tout à fait normalement, avec Salvador Dali, on a validé son identité parce qu'il a fait référence à quelques notions temporelles. Il adorait, dans ses œuvres, c'était surréaliste, il adorait dessiner des pendules molles, des montres, il faisait beaucoup référence au temps, et à plusieurs reprises dans le contact, il a donné des petits bouts de phrases qui ont bien montré que c'était lui, et puis même il nous a un petit peu titillé en nous disant presque arrêtez de vous poser des questions qui ne servent à rien, c'est bien moi qui suis avec vous. Bien. Donc il a encouragé Émilie Vassé, bien entendu, il y a eu beaucoup d'émotions, parce que quand on reçoit Salvador Dali en direct, c'est quand même assez surprenant, et puis c'est presque déroutant. Mais c'est tellement riche d'informations, et notamment lorsque elle a demandé s'il allait l'aider, il s'est bien entendu proposé en disant oui. Et c'est aussi lorsqu'elle lui a demandé si elle pouvait dessiner ses œuvres en s'inspirant du style de Dali, il a acquiescé aussi. Et quand elle a demandé si elle pouvait apposer sa signature à Dali à côté de ses œuvres à elle, il a dit non, parce qu'il a estimé que le travail de chacun méritait la signature de l'œuvre. Et c'est Émilie Vassé qui travaillait, le travail était le sien, il n'avait pas à mettre sa signature à côté. Donc on s'est retrouvé face à une attitude plutôt humble et plutôt dans la modestie, alors que l'on sait que ce peintre surréaliste était totalement exubérant, imbu de sa personne, enfin il était toujours dans l'exagération, et là, il était dans la simplicité. Donc c'était très touchant, et c'était très intéressant. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, parce que quand elle a demandé s'il allait l'aider, elle a dit oui, il a dit oui, pardon. Et il se trouve que quelques jours après la séance de Ouija, comme ça, comme on dit, par hasard, en se promenant dans les rues de Clermont, elle a croisé une dame avec un sac sur lequel était placardé le portrait de Salvador Dali. Donc, bien entendu, elle s'est dit, tiens, c'est marrant, ça, c'est un petit hasard qui est quand même pas banal, mais bon, peut-être que c'est le hasard. Et il se trouve que Émilie a également une sensibilité de médium, probablement, puisqu'elle reçoit aussi en écriture automatique, elle s'est exercée, elle y est arrivée, et elle a demandé à Salvador Dali s'il ne voulait pas lui communiquer un petit conseil. Et dans sa communication, qui serait trop longue pour que je vous la donne tout dans le détail, mais il lui a dit qu'elle serait amenée à dessiner des lézards. C'est pas banal, parce que tous les ans, Clermont-Ferrand organise des rencontres entre le public et les artistes dans leurs ateliers. Et ça s'appelle les arts en balade. Les, plus loin, A-R-T-S, en balade. Il y a un petit jeu de mots, évidemment. Et cette manifestation est toujours annoncée par un placardage d'affiches dans tout Clermont. Et c'est un des artistes qui participe à cette semaine qui est chargé de faire l'affiche et qui est retenu parmi toutes les affiches qui sont proposées. Donc elle s'est dit effectivement, je vais faire une demande, je vais proposer mon travail et je vais dessiner des lézards. Il se trouve que son travail a été retenu parmi sans doute toutes les propositions qui ont été suggérées, mais le responsable a demandé à Émilie de la rencontrer dans un café de Clermont parce qu'il fallait parler pratique, il fallait aller plus dans le détail. Et lorsqu'elle s'était assise en face de lui, il lui a demandé de venir s'asseoir à côté de lui parce que c'était sans doute plus pratique de parler du projet plutôt que avec quelqu'un qui est en face. Et il se trouve que quand elle s'est assise à côté de lui, en face d'elle, sur le mur du bistrot, un grand portrait de Salvador Dali. Alors là, elle a eu un flash. Elle s'est dit, ok, je crois que j'ai compris. C'est moi qui vais être retenu pour ce travail. Ça a été le cas. Elle a eu beaucoup de succès. Un succès mérité, certes, mais elle a pu se faire connaître.
Et je crois que l'au-delà nous a bien montré que lorsqu'il s'engage, que l'esprit est sérieux, eh bien non seulement il est capable de prouesses pour annoncer des signes, mais il tient sa promesse. Donc j'ai souhaité parler de cette histoire parce qu'elle est quand même assez intéressante et elle touche à un sujet très particulier et parfois controversé, c'est celui donc des célébrités. Et évidemment, c'est toujours plus de questionnements que de réponses. Il se trouve que nous avons eu par la suite dans notre petit cercle d'autres contacts avec d'autres célébrités et que je me suis permis de demander à Jean de La Fontaine pourquoi les célébrités se manifestaient dans les temps modernes, dans des séances de Ouija, dans des petits cercles anonymes sans prétention. Et Jean de La Fontaine a eu l'amabilité de nous répondre. Mais ça, c'est une autre histoire. J'espère que ce petit conte qui est tout à fait réel vous aura plu. J'espère qu'il ne vous aura pas trop perturbé ou qu'il vous aura attisé la curiosité. Je remercie encore Guillaume et Nora pour leur invitation et puis à vous tous, je vous souhaite bonne continuation dans votre démarche de recherche et puis peut-être à bientôt. Au revoir. Nous poursuivons cette soirée en compagnie de Fabrice Bianchin qui partage avec nous des expériences assez incroyables. Télékinésie, décorporation, remote viewing, auto-hypnose. Fabrice est un curieux insatiable qui obtient des résultats surprenants dans tout ce qu'il entreprend. Bonjour à tous, bonjour Guillaume, bonjour Nora, joyeux anniversaire pour les 5 ans de Mura, top. C'est vrai que il y a énormément d'émissions très très sympas. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, dans les premières émissions que vous avez faites sur Nurea, j'avais écouté par hasard, hein, je découvrais la chaîne, j'avais écouté Thierry Jamin qui nous parlait de Paititi et après l'émission je l'ai contacté, nous avons fait des projets ensemble de remote viewing sur la cité perdue de Paititi avec cet intuitif, sur la porte secrète de Machu Picchu. Et plus tard, 1 ou 2 ans plus tard, quand l'affaire des momies de Nazca a débuté, on avait expérimenté ce sujet-là aussi. En tout cas, voilà, merci beaucoup de m'avoir invité pour ce petit format vidéo. Nous avons à peu près 10 minutes, donc je vais essayer de vous raconter 2-3 petites anecdotes croustillantes qui me sont arrivées. Alors, la première histoire un peu dingo qui m'est arrivée, c'est quand j'ai voulu expérimenter le fait de pouvoir en fait faire tourner un petit objet par la pensée, en fait, sans utiliser forcément mon souffle ou mes doigts pour le faire tourner. Alors en fait, l'expérience était toute simple. Il fallait prendre un petit bouchon de vin, hein, donc en liège, et on plantait une aiguille en son milieu. Il fallait bien que ça soit lisse quand même. Et après, on découpait un petit carré de papier qu'on mettait sous forme de petits chapeaux, comme ça. Et en fait, voilà, à la base, je me disais quand même que c'était très très simple. La moindre petite chose pouvait le faire bouger, hein. Et donc pour ça, j'avais ouvert la porte de ma chambre, je refermais. J'étais pas en période d'hiver, donc du coup, le chauffage n'était pas allumé pour le faire bouger. Et je me souviens bien quand même que quand je soufflais dessus, il tournait, mais il tournait déjà de façon saccadée et surtout, il ondulait beaucoup, en fait. C'était très très compliqué pour qu'il puisse tourner de façon vraiment très, très nette et de façon très fluide. Bon bref, en tout cas, j'étais un peu sceptique, même j'étais beaucoup sceptique, hein, d'ailleurs, il faut l'avouer, sur tout ce qui est phénomène de ce style-là. Mais bon, par contre, quand je fais des expériences, je le fais sérieusement et avec conviction. Donc en fait, la méthode était aussi simple que ça, hein. Je me concentrais en le regardant sur le petit cône et je m'imaginais, en fait, je prenais un bord et je m'imaginais un bord du cône et je m'imaginais en train de le faire tourner dans un sens ou dans un autre, plutôt dans un sens d'ailleurs plus qu'un autre, dans ce sens-là.
Et donc, en fait, les 2-3 premières fois que j'ai essayé, j'avoue qu'au bout d'un quart d'heure, j'en avais un peu marre, donc j'avais arrêté. Je suis plutôt du genre têtu, donc j'ai continué à me concentrer davantage encore. Et en fait, à la 3e fois ou à la 4e, je m'en rappelle plus, hein, ça date, le petit cône a commencé à bouger. Et là, j'avoue que l'expérience a dû durer au début 2-3 secondes. Parce que le simple fait de le voir tourner, en fait, ça m'a surpris. Et je me suis dit, il faut quand même que je continue, il faut que je recommence. Et je recommencerai le temps nécessaire pour que je comprenne ce qui se passe, en fait. Et au fur et à mesure des autres fois, j'ai réussi à le faire tourner de plus en plus longtemps, parce qu'en fait, j'étais plus étonné, en fait, du fait qu'il bouge. Je suis même arrivé à le faire tourner dans un sens, de l'arrêter et de le faire tourner dans un autre. Tout ça, bien sûr, j'avais une petite caméra que mes parents avaient achetée, un Super 8, donc je filmais tout, hein, parce que voilà, j'étais même sceptique sur les résultats possibles, donc en fait, j'étais quand même intrigué. La dernière fois que j'ai fait cette expérience-là, j'ai arrêté net, tout simplement parce qu'en fait, je m'étais mis, donc c'était sur ma table de chevet à côté de mon lit. Et là, pour l'expérience, j'ai voulu me mettre de l'autre côté du lit. Donc en fait, j'étais vraiment très très loin de l'objet. Et pareil, je me concentrais. Là, au bout de 10 minutes, j'arrivais à le faire tourner. Et en fait, je me suis rendu compte que l'objet, il a commencé à ralentir et à tourner en fait sans mon consentement en fait. Voilà. Et là, j'avoue que ça a commencé à me faire peur parce que j'avais l'impression vraiment que autre chose avait pris le contrôle sur cet objet-là. Et j'avoue que ça m'a quand même assez refroidi. Voilà. Et pour l'anecdote, le petit film, c'était sur des cassettes, hein, Super 8. Mes parents, quelques semaines après, avaient prêté la caméra pour un anniversaire ou pour un mariage à des amis. Et en fait, j'avais laissé la cassette dedans. Et donc, quand ils ont filmé après l'expérience, ils avaient rembobiné la cassette jusqu'au début, voilà, au départ, quoi. Et quand ils ont allumé, ils ont vu l'expérience, quoi. Et je me rappelle qu'ils avaient été vachement surpris. Et moi, au repas où ils me l'ont annoncé, stoïque, mais prêt à essayer de défendre mon bout de drap, j'avais carrément dit qu'en fait, non, que ce qu'ils avaient vu, c'était en fait une ficelle qui lui permettait de le faire tourner, c'était juste pour rigoler. Et eux m'affirmaient, ah non, on n'a vraiment pas vu de ficelle. C'était quand même super impressionnant parce que ça tournait vraiment de façon très très nette en fait. Alors ça tournait pas comme ça, il faut pas exagérer, mais quand on le mettait en accéléré, on voyait bien que il n'y avait pas d'ondulation et que ça tournait vraiment, surtout en plus par rapport à ma volonté, quoi. Voilà, donc ça c'était une expérience qui m'a laissé un peu sur le carreau, que je n'ai jamais refaite. Donc je voudrais quand même vous parler d'une dernière anecdote qui a été troublante aussi pour moi. C'était en 2015, début 2015, donc le projet Lussac était en cours toujours, et je recevais encore les sessions des intuitifs concernant cette tablette de pierre avec le fameux homme de Lussac, un homme barbu, hein, et dont le clan daterait à peu près de 14 000 ans avant Jésus-Christ. Et donc, en fait, c'est une période où, comme tous les débuts d'année, hein, je suis toujours un peu fatigué, etc. Mais là, je sentais vraiment que la fatigue était très forte, et en plus, mes nuits étaient assez agitées. Et en fait, j'arrivais pas vraiment à me booster. Et chose que je ne fais que rarement, voire jamais, je suis allé voir un magnétiseur pour essayer de me booster, en plus donc bien sûr d'être allé voir mon médecin traitant habituel. Et en fait, le magnétiseur m'a assis donc au milieu de sa pièce, etc. Et il a commencé à essayer de me sortir des soi-disant influences, etc. Bon,
J'avoue que j'y crois pas forcément beaucoup, mais bon, bref, je me laissais faire. Et l'anecdote croustillante, en fait, c'est que il me dit, je suis quand même troublé, il y a beaucoup d'énergie autour de vous, et vous avez une sorte de personnage, un homme un peu âgé, qui est derrière vous, mais qui me paraît très 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 ancien. Et il est accompagné de plein d'autres personnes, mais tout ça, il me dit, c'est bizarre comme énergie, ça a plusieurs milliers d'années. Et il me dit, est-ce que ça vous parle? Bon, ben donc, j'ai pas voulu en dire plus, donc je fais, oh non, pas forcément, mais qu'est-ce que vous pouvez m'en dire? Et là, il me sort, ben, je pense que cette énergie-là, principalement, plus les personnes qui sont autour, ben, vous prennent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Donc voilà, j'ai trouvé une anecdote croustillante, puisque le projet Lussac, c'est l'analyse intuitive d'une tablette gravée de ce fameux personnage qui est barbu. Et dans les intuitifs, m'ont parlé aussi de tout le clan qu'il y avait autour, leur vie quotidienne, pourquoi ils gravaient ces pierres. Et en fait, ça concordait quand même assez avec ce que ce monsieur m'avait sorti. Voilà, je m'arrête là. Et puis, très très bon anniversaire encore en Nurea, que je vais suivre pendant les prochaines années aussi. Il n'y a pas de souci. Salut! Dans la vidéo qui va suivre, Christelle Séval nous parle d'un signe qu'elle a reçu en lien avec ses pensées du moment, en plein milieu de la nature ardéchoise. Bonjour, c'est Christelle Seval. Je vous parle du plateau des Gras à Joyeuse, en Ardèche. Et nous sommes le 24 février. Je voulais d'abord pousser un ouah d'admiration pour l'équipe de Nurea. Vu tout le travail qu'ils ont fait en 5 ans, quand Nora m'a annoncé que ça faisait seulement 5 ans, que c'était votre anniversaire de 5 ans, je me suis dit, c'est pas possible. Moi, j'avais l'impression que ça faisait 10 ans que Nurea existait. Avec la somme d'informations que vous nous avez transmises, c'est phénoménal. Alors, Nora m'a demandé de raconter une histoire extraordinaire. Il m'en est arrivé une, effectivement, il y a quelques semaines, à côté d'ici. Alors, je vous la conte. J'étais parti dans la nature et arrivé à mon belvédère habituel, où je vois des belles montagnes. J'ai fait une prière, j'ai fermé les yeux, j'ai fait une prière. C'était pour les soldats américains. Parce que je pense qu'en ce moment, depuis 1 an, ils font pas mal de travail de nettoyage dans les bases souterraines pour sauver les enfants qui sont mis en cage pour qu'on leur soutire la fameuse drogue qui s'appelle adrénochrome. Faites vos recherches. D'ailleurs, je vais écrire un livre qui sortira fin mai qui s'appelle l'Alliance contre la Kabbale et qui explique tout ceci. Enfin, donc, je faisais une prière, les yeux fermés, pour les Américains et les soldats américains qui font des choses incroyables en ce moment, en souterrain. Et lorsque j'ai ouvert les yeux après ma prière, il y avait un aigle noir et blanc à 10 mètres de moi. Alors, je n'ai pas rêvé parce que j'ai réussi à le prendre en photo et c'était une apparition, c'était seulement la 2e fois de ma vie que je voyais un aigle. En plus, un aigle style américain. Alors après, j'ai su par la suite qu'il y a des aigles en Ardèche, mais les habitants d'ici n'étaient pas au courant que ce genre d'aigle existait ici. Voilà, pour moi, c'était un signe et ça m'a fait un grand choc. Voilà, bonne continuation, bon vent à Nurea. Merci Nora, merci Guillaume pour tout votre travail. Dans cette dernière vidéo, notre ami Sylvain Didlot revient pour nous sur 3 anecdotes incroyables. Le récit de rencontres avec des maîtres ascensionnés. Bonsoir les amis, content d'être avec vous ce soir, c'est Sylvain. Je suis très heureux de participer à ces 5 ans d'anniversaire de Nurea TV. Bravo les amis, franchement, vous avez super bien grandi, on va dire, et pour un bébé de 5 ans, c'est un beau bébé. Alors dans cette soirée de l'extraordinaire, vous m'avez demandé de trouver des histoires. J'en ai pas mal, je vais vous en raconter quand même 3 qui m'ont un peu perturbé et auxquels vous n'êtes pas obligé d'adhérer ni de croire. Il s'agit de 3 rencontres avec des maîtres d'ascension qui s'étaient déguisés tous les 3 en mendiants ou en clochards. Alors la première rencontre, vous allez voir, on le reconnaît souvent au langage. La première rencontre était du côté de la Bretagne avec des amis.
J'étais sur une place en attendant Carole, qui était dans un magasin irlandais avec mes amis Pascal et Sophie. Et puis, je vois un mendiant qui s'approche de moi et qui me demande de l'argent. Et il me demande comment je m'appelle d'abord. Donc, je lui dis que je m'appelle Sylvain. Et il commence à me demander de l'argent et je lui donne de mémoire un billet de 20 euros. Et il est très étonné, il fait « Sylvain, oui, vous êtes très grand et vous irez très loin. Je veux que vous le sachiez. Et ce que vous venez de me donner est l'indicateur de votre grandeur. » Tiens, c'est quand même étrange. Et je laisse passer cet homme qui est gentil. Bon, je me dis, bon, il est bien sympathique. Bon, c'est sympa de sa part. Et je le vois, il passe derrière moi. Il dit, je prierai pour vous, Sylvain, et je ne vous oublierai pas. Je ne vous oublierai jamais. Bon, très bien, je range mon porte-monnaie, vous savez, je baisse un peu pour ranger mon porte-monnaie, et quand je me lève, je me retourne et il est plus là. La chose est impressionnante, pourquoi? Parce que la place où j'étais faisait à peu près 50 mètres par 100 mètres, et j'étais tout seul en plein milieu. Et franchement, pour qu'il disparaisse à cette vitesse-là, même en courant très 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 vite, c'était guère possible. Donc c'était une première rencontre sympathique. Après, j'ai eu, c'était en fait El Moria, qui s'était déguisé en mendiant. Maître El Moria, qui est un maître d'ascension. La deuxième rencontre que j'ai faite avec un maître comme ça, qui utilisait des personnages, ou en tout cas qui se faisait passer pour, c'était dans une ville du centre de la France avec ma femme, c'était à Issoire. Ville où j'essayais de voir si j'allais pas m'y installer parce que c'était plus pratique pour faire des conférences un peu partout en France. À l'époque, je me suis dit, allez, on va s'installer au milieu, ça va être plus simple. Et là, je me retrouve devant une agence immobilière. Et devant cette agence immobilière, alors qu'on était tranquillement en train de regarder des annonces avec ma femme, il y a un homme qui s'approche, lentement, doucement, avec un regard très bleu, très bienveillant, et qui nous dit « Bonjour. » « Bonjour, vous allez où ?» Je regarde les annonces. « Et vous venez d'où ?» Je dis « Des Vosges. » Il regarde l'annonce, il me regarde moi, et il dit « Écoutez-moi bien. Vraiment, écoutez-moi bien. À votre place, je ne déménagerai pas. Utilisez votre conscience et utilisez bien votre libre arbitre. » J'ai trouvé ces mots un peu étonnants. Donc je laisse passer, je me dis, oh, coïncidence. Mais 1 minute plus tard, 2 minutes plus tard, plutôt, il est toujours là. Et il nous dit, votre libre arbitre, je ne peux pas intervenir plus que ça. Mais je tiens à vous dire que ça ne me semble pas être une bonne idée de vous installer maintenant dans cet endroit-là. Vous êtes très bien là où vous êtes. Restez là. Mais encore une fois, c'est une question de conscience et de libre arbitre. Bon, on a continué à marcher avec Carole et cet homme nous suivait. Et à un moment, il s'est arrêté. Il dit, je dois vous quitter ici, je ne peux aller plus loin. Mais n'oubliez pas votre libre arbitre. N'oubliez pas que choisir est important et que je vous ai conseillé. Et il s'en va tout doucement. Alors lui, il disparaît pas, il s'en va doucement. Là-dessus, on a de la chance. Et peu de temps après, en canalisant, eh bien, c'était un monsieur que vous connaissez qui s'appelle Maître Saint-Germain qui était venu me parler. La 3e fois, c'était au Québec, dans une grande rue qui se situe entre le Parlement québécois et l'ambassade de France. C'est une rue où il y a plein de restaurants. Il y a des gens parmi vous qui connaissent Québec, ville, vous connaîtrez sûrement cette rue-là. Et on était dans une brasserie avec mes amis, Jean et André, et ma femme. Et je me suis mis à canaliser El Moria comme ça, au café. Et d'un seul coup, El Moria se tait. Et là, il y a une dame, on était en hauteur, il y a une dame il y avait des barreaux, qui passe entre les barreaux, qui dit « Vous auriez pas un peu d'argent ?» Et mon ami Jean lui donne de l'argent. Et cette dame se met à lui dire « Merci, merci pour ce que vous avez fait. Sachez que ce que vous avez fait pour moi, je le referai pour vous dès que possible. Dès que possible, je vous aiderai. Et croyez-moi, je serai là. Quand vous aurez besoin de moi, je serai là. » Phrase particulièrement étonnante venant de quelqu'un qui demande de l'argent et qui ne sait pas s'il va revoir les gens. C'était très étonnant. Elle s'en va. Et El Moria qui reprend pendant que j'étais en canalisation et qui dit « J'étais bien déguisé, n'est-ce pas ?» Voilà, ça c'est 3 histoires assez rigolotes, quelques anecdotes pour vous dire que parfois, sous certains déguisements, on va retrouver quelques maîtres qui vont vous donner des bons conseils. J'ai suivi le conseil de Maître Saint-Germain, qui était déguisé, et croyez-moi, je ne le regrette pas. Voilà pour les 3 petites histoires, j'en aurai d'autres à vous raconter, mais on le fera à un autre moment, et avec grand plaisir de vous retrouver sur Nurea TV.
Nora, Guillaume, joyeux anniversaire à cette chaîne magnifique que vous avez créée, amplifiée ensemble. Je vous aime beaucoup, prenez bien soin de vous, et puis à bientôt. Au revoir. Nous voilà arrivés au terme de cette seconde émission. J'espère que vous aurez pris plaisir à découvrir les témoignages de nos invités. Encore une fois, un immense merci à toutes et à tous pour votre présence. Je vous donne rendez-vous dès demain soir pour la 3e émission Témoignages extraordinaires spécial invité. D'ici là, passez une bonne fin de soirée, prenez soin de vous, gardez les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. À très bientôt, ciao.